Robert W. Chambers, Le Roi en jaune. Nouvelle traduite de l'anglais par Christophe Thill. Aux éditions Livre de poche. Lu par la Chèvre Noire. Partie 5. La demoiselle 10. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Chapitre 1. La désolation du paysage qui m'entourait commençait à produire son effet. Je m'assis pour réfléchir à ma situation et, si possible, tenter de me remémorer un point de repère qui aurait pu m'aider à retrouver mon chemin. Si seulement je pouvais retrouver l'océan, je serais sauvé, car je savais que depuis la falaise, l'île de Groix était visible. Je posai mon fusil et m'agenouilla près d'un rocher pour allumer ma pipe. Je regardai ma montre, il était presque 4 heures. J'avais dû beaucoup m'éloigner de Kerselec depuis le lever du jour. La veille, quand en compagnie de Goulven, j'avais contemplé depuis la falaise de Kerselec les sombres marécages où je venais de me perdre, les collines m'avaient semblé aussi plates qu'une prairie s'étirant jusqu'à l'horizon. Bien que je sache à quel point la distance peut être trompeuse, je n'avais pas pu me rendre compte que ce qui, de Kerselec, ressemblait à des dépressions envahies de hautes herbes, étaient de larges vallées couvertes d'ajoncs et de bruyères, et que ces blocs de pierre éparpillés étaient en fait d'énormes falaises granitiques. « Ce n'est pas un bon endroit pour étrangers, avait dit le vieux Goulven. Vous feriez mieux de prendre un guide. Et je lui avais répondu « Oh, je ne me perdrai pas. » Maintenant je savais pourtant que j'étais perdu, assis là à fumer, alors que le vent marin me soufflait en plein visage. De tous côtés s'étendaient les marais couverts d'ajoncs en fleurs, de bruyères et de rochers de granit. Pas un seul arbre en vue, encore moins de maison. Je finis par ramasser mon fusil, et tournant le dos au soleil, je repris mon chemin. Il aurait été inutile d'essayer de suivre un des ruisseaux tumultueux que je rencontrais de temps en temps, car au lieu de s'écouler vers la mer, il allait vers l'intérieur des terres, et se jetait dans quelques étangs bordés de roseaux, au plus profond des marécages. J'en avais suivi plusieurs, mais tous m'avaient mené à des marais, ou à de petites mares silencieuses d'où les bécasses s'envolaient en piaillant et s'éloignaient, terrorisées, à tire-d'aile. Je commençais à ressentir la fatigue, et le fusil pesait sur mon épaule malgré la courroie rembourrée. Le soleil baissait de plus en plus, jetant ses derniers rayons sur les ajoncs jaunes et les étangs alentours. Je marchais, précédé de mon ombre gigantesque qui semblait s'allonger encore à chaque pas. Les ajoncs me griffaient les jambes, craquaient sous mes pieds, arrosant la terre brune de leurs fleurs, et sur mon chemin, les fourrés s'inclinaient en ondulants. Des lapins surgissaient des touffes de bruyère et couraient se réfugier sous les fougères, et loin derrière les hautes herbes, j'entendis le cri somnolent des canards sauvages. Un moment, un renard traversa mon chemin et, alors que je m'étais arrêté pour boire à un petit ruisseau, un héron, dans un bruissement d'ailes, s'envola des roseaux proches. Je me tournai vers le soleil. Il semblait toucher la limite de la plaine. Enfin, je décidai qu'il était inutile d'aller plus loin et que je devais me résoudre à passer une nuit, sinon plus, dans les marais. Je m'étendis sur le sol, éreinté. Un soleil tardif me couvrait de ses chauds rayons obliques, mais les vents marins commençaient à se lever, et, dans mes bottes détrempées, partit un frisson glacial qui me traversa de part en part. Loin, au-dessus de moi, des mouettes tournoyaient et tourbillonnaient tels de petits bouts de papier blanc. D'un marais au loin me parvint l'appel d'un courlis solitaire. Peu à peu, le soleil déclina sur la plaine, illuminant le zénith de ses derniers rayons. Je regardais le ciel alors qu'il passait de l'or pâle au rose, puis à un rouge incandescent. Au-dessus de moi dansaient des nuages de moucherons, et très haut dans l'air calme, je vis une chauve-souris plonger en piqué, puis s'élever à nouveau. Mes paupières commençaient à se faire lourdes. Soudain, alors que je tentais de secouer ma somnolence, je fus tout à fait réveillé par un bruit dans les broussailles. Je levai les yeux. Juste au-dessus de mon visage, un grand oiseau était suspendu en l'air, frémissant. Je le regardai pendant un moment, incapable de bouger, puis quelque chose bondit dans les fougères, et l'oiseau s'éleva, tournoya un instant et piqua tout droit dans les fourrés. Je bondis sur mes pieds, fouillant les ajoncs du regard. Il y eut un bruit de lutte dans une touffe de bruyère toute proche, et puis plus rien.
Mon fusil à la main, je m'avançai, mais quand je fus arrivé aux bruyères, je ne pus que laisser retomber mon arme et rester là immobile et stupéfait. Sur le sol, un lièvre mort était étendu, et sur le lièvre se tenait un magnifique faucon. Une de ses serres était enfoncée dans le cou de l'animal, l'autre dans son flanc. Mais ce ne fut pas la vue de ce faucon dressé sur sa proie qui m'étonna le plus. En effet, j'avais déjà vu pareille chose plus d'une fois. Non, c'était le fait qu'une sorte de laisse entravait ses deux pattes, et que de cette laisse pendait une petite boule de métal ressemblant à un grelot. L'oiseau tourna vers moi ses féroces petits yeux jaunes, puis, s'inclinant, il planta son bec recourbé dans le corps de sa proie. Au même moment, j'entendis des pas précipités dans les bruyères, et je vis une jeune fille arriver d'un bond au milieu des fourrés, juste devant moi. Sans me jeter un regard, elle se dirigea vers le faucon, le prit dans sa main gantée et le souleva de sa proie. Ensuite, d'un geste expert, elle couvrit la tête de l'oiseau d'une petite capuche, puis, le tenant sur son gant, elle se pencha et ramassa le lièvre. Elle passa une cordelette autour des pattes de l'animal et en attacha l'autre extrémité à sa ceinture, puis elle repartit en suivant ses propres traces. Lorsqu'elle passa près de moi, je soulevai ma casquette et elle prit note de ma présence d'un signe de la tête à peine perceptible. J'étais resté si abasourdi, fasciné par la scène qui s'était déroulée sous mes yeux, que je n'avais pas réalisé que mon salut était à portée de ma main. Mais en la voyant s'en aller, je me dis qu'à moins de vouloir passer la nuit dans ces marécages battus par les vents, j'avais tout intérêt à retrouver la parole au plus vite. Elle eut l'air hésitante quand je commença à parler, et lorsque je m'avança vers elle, ses beaux yeux prirent une expression craintive. Mais quand je lui eusse expliqué mes malheurs, son visage rougit légèrement, et elle se mit à me considérer avec étonnement. « Vous ne pouvez pas être venu de Kerselec ?» répéta-t-elle. Sa voix était douce, sans trace d'accent breton, ni d'aucun autre connu de moi, et pourtant elle semblait me rappeler quelque chose que j'avais entendu autrefois, quelque chose de singulier, d'indéfinissable, comme l'air d'une vieille chanson. Je lui expliquai que j'étais américain et que je connaissais mal le Finistère, que je chassais pour mon plaisir. « Américain ?» répéta-t-elle, sur le même ton étrangement musical. « Jamais encore je n'avais vu d'Américain. » Elle resta un instant silencieux, puis elle dit en me regardant. « Vous auriez beau marcher toute la nuit, vous ne pourriez pas atteindre Kerselec, même si vous aviez un guide avec vous. » Agréable nouvelle. « Mais, commençai-je, si je pouvais seulement trouver la cabane d'un paysan où je pourrais avoir quelque chose à manger et m'abriter ?» Sur le poignet de la jeune fille, le faucon s'agita et secoua la tête. Elle caressa son dos luisant et me jeta un regard. « Voyez autour de vous, dit-elle avec douceur. Pouvez-vous distinguer la fin de ces marais ? Regardez au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Voyez-vous autre chose que des marécages et des broussailles ? » Non, répondis-je. Les marais sont sauvages et déserts, et il est facile d'y pénétrer, mais parfois celui qui y entre n'en ressort jamais. Il n'y a aucune cabane de paysans ici. Bon, lui dis-je, si vous voulez bien m'indiquer la direction de Kerselec, je ne mettrai pas plus de temps à rentrer demain que je n'en ai mis à arriver ici. Elle me regarda à nouveau, avec sur son visage une expression qui ressemblait à de la pitié. Ah, dit-elle, il est facile d'arriver ici, cela ne prend que quelques heures. En repartir est une chose différente. Cela peut prendre des siècles. Je la regardai avec stupeur, mais finis par me dire que j'avais mal compris. Puis, avant que j'aie eu le temps de dire un seul mot, elle tira un sifflet de sa ceinture et siffla une fois. « Asseyez-vous et reposez-vous, me dit-elle. Vous venez de loin et vous devez être fatigué. » Elle rassembla les plis de sa jupe et, me faisant signe de la suivre, marcha avec grâce à travers les ajoncs jusqu'à un rocher plat au milieu des fougères. « Ils vont venir directement ici, dit-elle. Et s'asseyant à une extrémité du rocher, elle m'invita à prendre place à l'autre bout. Les dernières lueurs du couchant commençaient à s'effacer du ciel, et à travers le brouillard rose, on pouvait voir une étoile solitaire scintiller faiblement. Un long triangle ondulant de canards sauvages passa au-dessus de nos têtes, se dirigeant vers le sud. Dans les marais alentours, les pluviers faisaient entendre leurs appels. « Comme ils sont beaux, ces marais, dit-elle tranquillement. « Beaux, mais cruels pour les étrangers, répondis-je. « Beaux et cruels, répéta-t-elle d'un ton rêveur. « Beaux et cruels. » Comme une femme, ajoutai-je bêtement. « Oh » s'écria-t-elle dans un souffle, en me regardant. Ses yeux sombres rencontrèrent les miens, et je crus qu'elle était irritée ou effrayée. « Comme une femme, murmura-t-elle. C'est cruel de dire cela. Puis après une pause, comme si elle se parlait à elle-même. Comme il est cruel de parler ainsi.
Je ne sais plus comment je tentais d'excuser mes paroles stupides, bien qu'inoffensives, mais elles me semblent si bouleversées que je me dis que j'avais dû proférer quelque chose de terrible sans même m'en rendre compte, et je pensais avec terreur au piège que la langue française tend aux étrangers. Alors que j'essayais de comprendre ce que j'avais bien pu dire, des voix se firent entendre par-delà le marais, et la jeune fille se leva. Non, dit-elle, un léger sourire flottant sur son pâle visage, je n'accepterai pas vos excuses, monsieur. Mais je vous prouverai que vous avez tort, et ce sera ma revanche. Regardez, voici Astur et Raoul. Deux hommes apparurent dans le crépuscule. L'un portait un sac, l'autre une sorte de cerceau qu'il tenait devant lui comme un serveur tient un plateau. Le cerceau était fixé à ses épaules par des sangles, et trois faucons encapuchonnés s'y tenaient perchés, portant de petites clochettes. La jeune femme s'avança vers le fauconnier et d'un rapide geste du poignet fit passer son faucon sur le cerceau, où il prit place rapidement auprès de ses congénères qui, agitant leurs têtes et hérissant leurs plumes, firent tinter les clochettes à nouveau. L'autre homme fit un pas en avant et, s'inclinant respectueusement, prit le lièvre et le mit dans sa gibecière. « Voici mes piqueurs, dit la jeune femme, se tournant vers moi d'un air plein de dignité. Raoul est un bon fauconnier. Un jour, je le ferai grand veneur. Quant à Astur, il est incomparable. » Toujours silencieux, les deux hommes me saluèrent avec respect. « Ne vous ai-je pas dit, monsieur, que je vous prouverais que vous aviez tort ?» continua-t-elle. « Voici donc quelle sera ma vengeance. Vous devrez me faire l'honneur d'accepter le gîte et le couvert en ma maison. » Avant même que je puisse parler, elle dit quelques mots aux fauconniers qui se mirent immédiatement en marche à travers la lande, et, me faisant un geste plein de grâce, elle les suivit. Je ne sais pas vraiment si je sus lui faire comprendre à quel point je lui étais reconnaissant, mais elle sembla prendre plaisir à écouter mes propos alors que nous cheminions dans les bruyères humides. « N'êtes-vous pas fatigué ?» me demanda-t-elle. Sa présence m'avait fait oublier ma fatigue, et je le lui dis. « Ne croyez-vous pas que votre galanterie est un peu démodée ?» dit-elle. Mais voyant mon air confus et blessé, elle ajouta avec douceur. « Oh, mais elle me plaît, tout ce qui est démodé me plaît, et c'est merveilleux de vous écouter dire de si jolies choses. » Les marécages tout autour de nous se tenaient maintenant très tranquilles sous leur fantomatique voile de brouillard. Les pluviers avaient cessé leurs appels, les criquets et toutes les petites créatures des champs se taisaient quand nous passions, et pourtant il me semblait que je les entendais reprendre leur concert loin derrière nous. En avant, les deux fauconniers progressaient, à grandes enjambées à travers les bruyères, et le léger tintement des clochettes de leurs faucons parvenait à nos oreilles tel le murmure d'un carillon lointain. Soudain, un magnifique chien de chasse surgit du brouillard, suivi d'un autre, puis d'un autre encore, jusqu'à ce qu'il soit une bonne demi-douzaine à faire des bonds autour de la jeune fille à mes côtés. Elle les caressait de ses mains gantées, les apaisait en leur disant des mots étranges que je me souvenais avoir lus dans de très vieux manuscrits français. Alors, les faucons que le fauconnier portait sur son cerceau commencèrent à battre des ailes et à crier, et, venus d'un point invisible, les notes d'un corps de chasse résonnèrent à travers le marais. Les chiens partirent devant nous à grands bonds et s'évanouirent dans la pénombre. Les faucons agitèrent leurs ailes avec des cris perçants, et la jeune fille commença à fredonner, reprenant la chanson du corps de chasse. Claire et douce, sa voix s'éleva dans l'air du soir. Chasseurs, chasseurs, chassez encore, quittez Rosette et Jeanneton, ou pour rabattre dès l'aurore, que les amours soient de planton. Pendant que j'écoutais cette voix merveilleuse, une masse grise et indistincte apparut au loin devant nous, devenant peu à peu plus nette, et le corps sonna joyeusement par-dessus le tumulte des chiens et des faucons. Une torche flamboyait près du portail. La grande porte, en s'ouvrant, laissait échapper un rayon de lumière, et nous nous engageâmes sur un pont de bois dont les planches vibraient sous nos pieds, et qui fut relevé derrière nous, craquant sous la traction, alors que, dépassant les douves, nous atteignions une petite cour pavée et ceinte de murs. Une porte s'ouvrit. En sortit un homme qui vint vers nous, et s'inclinant présenta une coupe à la jeune fille, qui se tenait à mes côtés. Elle la prit et l'effleura de ses lèvres, puis, l'abaissant, elle se tourna vers moi et me dit d'une voix douce « Je vous souhaite la bienvenue. » À ce moment, un des fauconniers s'approcha, apportant une autre coupe, mais avant de me la présenter, il la donna à la jeune fille qui la goûta. Le fauconnier fit un geste pour la reprendre, mais après un instant d'hésitation, c'est elle qui, faisant un pas dans ma direction, vint m'offrir la coupe de ses propres mains. Je sentis qu'elle me faisait un honneur extrême, mais ne sachant pas ce qu'on attendait de moi,
je ne portai pas tout de suite la coupe à mes lèvres. La jeune fille devint rouge, et je sentis que je devais faire quelque chose immédiatement. Mademoiselle, articulai-je, un étranger, que vous avez sauvé de dangers qu'il ne comprend même pas, boit à la plus noble et à la plus belle hôtesse de France. En son nom. Elle se signa alors que je vidais la coupe. Puis, passant la porte, elle se tourna vers moi, avec un geste plein de grâce, et prenant mes mains dans les siennes, me conduisit dans la maison tout en répétant « Soyez le bienvenu, du fond du cœur, soyez le bienvenu au Château d'Is. » Chapitre 2. Le son du cor me réveilla le matin suivant. Je sautai du lit et allai à la fenêtre où les rayons du soleil filtraient à travers de petits carreaux. Au moment où je promenais mon regard sur la cour en bas, le cor s'arrêta. Un homme, qui aurait pu être le frère des 2 fauconniers de la veille, se tenait au milieu d'une meute de chiens. À son dos était attaché un corps recourbé, et sa main tenait un fouet à longue mèche. Autour de lui, les chiens gémissaient, jappaient et bondissaient avec impatience. Dans la cour ceinte de murs, on entendait également résonner le pas de chevaux. « À cheval !» cria une voix en breton, et dans un claquement de sabots, les 2 fauconniers, portant leurs faucons sur le poignet, se mirent en route, suivis de leurs chiens. Puis j'entendis une autre voix qui fit bondir mon cœur dans ma poitrine. « Piriou-Louis, mène bien les chiens et n'épargne ni tes éperons ni ton fouet. Toi, Raoul, et toi, Gaston, veillez à ce que l'épervier ne se montre pas niais, et si vous le jugez bon, faites courtoisie à l'oiseau. Fardiner un oiseau comme ce muet sur le poignet de Hastur n'est pas difficile, mais pour toi, Raoul, ce ne sera peut-être pas si simple de maîtriser ce hagard. 2 fois la semaine dernière, il a écumé au vif et perdu la bécade, alors même qu'il a l'habitude du leurre. Cet oiseau se comporte comme un stupide branchier. Paître un hagard n'est pas si facile. » Étais-je en train de rêver? L'antique langage de la fauconnerie, que j'avais lu dans des manuscrits jaunis, le français oublié du Moyen-Âge, résonnait à mes oreilles, au milieu des aboiements des chiens et du tintement des clochettes des faucons, accompagnant le bruit de chevaux. Elle parla à nouveau dans cette belle langue oubliée. « Si tu préfères attacher la longe et laisser ton hagard au bloc, Raoul, je ne te le reprocherai pas, car ce serait bien dommage de gâcher la chasse d'une si belle journée avec un sort mal entraîné. Écimer, abaisser, c'est sûrement ce qu'il y a de mieux à faire. Ça lui donnera des reins. J'ai sans doute été un peu trop pressé avec cet oiseau. Il faut du temps pour réussir à la filière et aux exercices d'escape. » Alors Raoul le fauconnier s'inclina et répondit. « Si tel est le plaisir de mademoiselle, je garderai ce faucon. »« Tel est mon souhait, répondit-elle. Je connais la fauconnerie, mais toi, mon beau Raoul, tu as plus d'une leçon à me donner en autostory. Sieur Piriou-Louis, en selle. » Le chasseur se glissa sous un portail voûté et réapparut immédiatement, monté sur un solide cheval noir, suivi par un piqueur, lui aussi, à cheval. « Ah !» s'écria-t-elle joyeusement. « À toi, Glemarec ! Cours, cours, cours sonner de ton corps, sieur Piriou !» Les sons argentins du cor de chasse emplirent la cour. Les chiens bondirent par le grand portail. Une cavalcade de sabots lancés au galop s'éleva dans la cour pavée, se fit assourdissante sur le pont-levis, puis brusquement étouffée, se perdant enfin parmi les bruyères et les buissons du marais. Le son du cor sembla de plus en plus lointain, jusqu'à être si léger que la soudaine chanson d'une alouette le fit disparaître à mes oreilles. En bas, j'entendis la voix qui répondait à un appel venu de l'intérieur de la maison. « Je ne regrette pas cette chasse, j'irai une autre fois, courtoisie à l'étranger. Pélagie, souviens-toi. » Et de la maison, une voix affaiblie et chevrotante lui répondit. « Courtoisie ?» Je me déshabillai et me frottai de la tête aux pieds, avec l'eau glacée de la grande bassine de terre cuite posée sur le sol de pierre au pied de mon lit. Puis je cherchai mes habits, ils n'étaient plus là, mais sur un banc près de la porte. Je trouvai des affaires entassées que j'examinai avec étonnement. N'ayant plus mes vêtements, je fus obligé de passer ceux qui avaient été de toute évidence préparés pour moi, pendant que les miens étaient mis à sécher, supposai-je. Rien n'y manquait. Il y avait un chapeau, des chaussures et un juste au corps pour la chasse fait d'un tissu de laine d'un gris argent. Et pourtant ce costume ajusté et ces chaussures sans couture semblaient surgis d'un autre siècle, et je me rappelai l'étrange tenue des 3 fauconniers quand je les avais vus dans la cour.
J'étais certain que ce costume n'était pas celui d'aucune région de France ou de Bretagne, mais c'est seulement quand je fus habillé et que je me vis dans le miroir entre les fenêtres que je me rendis compte que j'avais l'air d'un jeune chasseur du Moyen Âge, bien plus que d'un breton d'aujourd'hui. Ramassant le chapeau, j'eus un instant d'hésitation. Allais-je descendre ainsi et me présenter dans cet étrange accoutrement? Il semblait n'y avoir rien d'autre à faire. Mes propres vêtements avaient disparu et il n'y avait pas de cloche pour appeler un serviteur. Aussi, je me contentai d'ôter du chapeau une plume de faucon, puis j'ouvris la porte et descendis. Près de la cheminée, dans la grande salle, au pied de l'escalier, une vieille bretonne était assise et filait avec une quenouille. Quand j'apparus, elle me regarda et, avec un large sourire, me souhaita le bonjour en breton, ce à quoi je lui répondis gaiement en français. Au même instant, mon hôtesse fit son entrée et me retourna mon salut avec une grâce et une dignité qui déclenchèrent un frisson dans mon cœur. Sa jolie tête aux boucles sombres était surmontée d'une coiffe dont le style leva tous mes doutes quant à l'époque du costume que je portais. Sa silhouette fine était merveilleusement mise en valeur par son costume de chasse liseré d'argent, et sur son gant, elle portait un de ses faucons apprivoisés. En toute simplicité, elle me prit la main et me conduisit dans la cour vers le petit jardin où elle s'assit devant la table et m'invita d'une voix suave à venir m'asseoir près d'elle. Elle me demanda avec son curieux accent si j'avais passé une bonne nuit et si cela ne me dérangeait pas trop de porter les habits que la vieille Pélagie avait laissés là pour moi pendant que je dormais. Je regardais mes vêtements et mes chaussures qu'on avait mis à sécher au soleil près du mur du jardin. Je les détestais. Je lui dis en riant combien je les trouvais laids, à côté de l'élégant costume que je portais, mais elle acquiesça avec beaucoup de sérieux. Eh bien, nous les jeterons alors, me dit-elle calmement. Stupéfait, je tentai de lui expliquer que non seulement je ne pouvais pas accepter qu'on m'offre des vêtements ainsi, bien que ce fût peut-être une coutume d'hospitalité dans cette région de France, mais aussi que je serais un bien curieux spectacle si je regagnais la France habillé comme je l'étais. Elle rit et secoua sa jolie tête, dit en vieux français quelques mots que je ne compris pas, et l'instant d'après, Pélagie venait nous rejoindre, portant sur un plateau 2 bols de lait, une boule de pain blanc, des fruits, une assiette garnie de rayons de miel et une fiole d'un vin rouge sombre. Je n'ai pas encore déjeuné, parce que je voulais prendre le repas avec vous, mais j'ai très faim, dit-elle dans un sourire. Plutôt mourir que d'oublier une seule de vos paroles, lui répondis-je, et le rouge me monta aux joues. Elle va me croire fou, pensai-je. Mais elle se tourna vers moi, les yeux brillants. Ah, murmurait-elle, ainsi monsieur n'ignore rien de la chevalerie. Elle se signa et rompit le pain, pendant que je regardais ses mains blanches, n'osant lever les yeux vers elle. Ne mangez-vous pas demanda-t-elle. Pourquoi semblez-vous si troublé? Pourquoi? Je le savais. Maintenant, je savais que j'aurais donné ma vie pour toucher de mes lèvres ses paumes roses. Je savais maintenant que je l'aimais depuis l'instant où j'avais plongé dans ses grands yeux sombres la nuit précédente, dans les marais. Cette passion soudaine et démesurée me laissait sans voix. Vous sentez-vous mal demanda-t-elle à nouveau. Alors, comme un homme prononçant son propre arrêt de mort, je répondis d'un ton grave. Oui, je me sens mal, pour l'amour que j'ai pour vous. Et, comme elle ne répondit rien, la même force s'empara de mes lèvres et me fit dire malgré moi. Moi qui suis indigne de la moindre de vos pensées, moi qui abuse de votre hospitalité et n'ai que ma présomption à offrir en remerciement de vos bontés, je vous aime. Elle posa sa tête sur ses mains et répondit doucement. Je vous aime. Vos mots me sont précieux. Je vous aime. Alors je devrais vous gagner. Gagnez-moi, répondit-elle. Mais pendant tout le temps où j'étais resté silencieux, mon visage s'était tourné vers elle. Elle me fixait sans rien dire, son doux visage reposant dans sa main droite, et quant à son regard, vint troubler le mien. Je sus, bien que nous n'ayons pas échangé un seul mot, que nos cœurs étaient à l'unisson, et je sentis le sang qui courait dans mes veines, plein de jeunesse et d'ardent amour. Quant à elle, les joues tout empourprées, elle semblait sortie d'un rêve, et ses yeux cherchaient les miens avec un air interrogateur qui me fit frémir de bonheur. Nous attaquâmes notre déjeuner tout en parlant de nous. Je lui dis mon nom et elle me dit le sien, la demoiselle Jeanne d'Ys. Elle me parla de la mort de ses parents et de ses 19 années passées dans cette petite ferme fortifiée, avec pour seule compagnie sa nourrice, Pélagie, Glémarec, le piqueur, et les 4 fauconniers, Raoul, Gaston, Astur et le sieur Piriou Louis, qui servait déjà son père. Elle n'était jamais allée au-delà des marais, n'avait jamais seulement vu âme qui vive, à part les fauconniers et Pélagie. Elle ne savait plus comment elle avait entendu parler de Kerselec, c'était peut-être les fauconniers qui en avaient parlé.
et elle connaissait les légendes du loup-garou et de Jeanne la flamme par sa nourrice. Elle savait broder et filer le lin. Les chiens et ses faucons étaient sa seule distraction. Quand elle m'avait trouvé dans les marais, elle avait d'abord eu si peur qu'elle avait failli s'évanouir en entendant ma voix. Elle avait bien vu des bateaux sur la mer depuis le sommet des falaises, mais aussi loin qu'on pouvait voir, les marécages à travers lesquels elle chevauchait étaient vierges de toute présence humaine. Il y avait une légende que racontait la vieille Pélagie, selon laquelle une personne perdue dans les marais pouvait ne jamais retrouver son chemin, car les marais étaient enchantés. Elle ne savait pas si cela était vrai, et elle n'y avait jamais réfléchi avant de me rencontrer. Elle ne savait pas non plus si les fauconniers étaient déjà allés au dehors, ni même s'ils y parviendraient au cas où ils essayeraient. Les livres dans lesquels la nourrice Pélagie lui avait appris à lire étaient vieux de plusieurs siècles. Elle me raconta tout cela d'un air doux et sérieux, qu'on ne voit habituellement que chez des enfants. Elle trouva mon propre nom facile à prononcer, et puisque je me prénommais Philippe, déclara que je devais certainement avoir du sang français. Elle ne semblait pas curieuse du monde extérieur, et je me dis que c'était peut-être les histoires de la nourrice qui lui avaient fait perdre tout intérêt à ses yeux. Nous étions toujours attablés, et elle jetait des grains de raisin aux petits oiseaux des champs qui venaient sans crainte jusqu'à nos pieds. Je commençais à évoquer mon départ en termes vagues. Elle ne voulut pas en entendre parler, et l'instant d'après, je lui avais promis de demeurer une semaine entière et de l'accompagner à la chasse, avec ses chiens et ses faucons. Elle me permit aussi de revenir la voir après mon retour à Kerselec. « Oh, dit-elle naïvement, je ne sais pas ce que je ferais si vous ne reveniez jamais. » Et moi, ne me sentant pas du tout le droit de la réveiller par le choc que lui causerait l'aveu de mon propre amour, je restai sans rien dire, osant à peine respirer. « Viendrez-vous souvent » demanda-t-elle. « Oh, très souvent, répondis-je. Chaque jour ? Chaque jour. Oh, soupira-t-elle, je suis si heureuse, venez voir mes faucons. Elle se leva, prenant ma main dans un geste enfantin d'innocente possession, et traversant le jardin et le verger, nous arrivâmes à un petit pré que longeait un ruisseau. Il y avait là 15 ou 20 souches d'arbres presque noyées dans l'herbe haute. Sur chacune d'entre elles, sauf 2, un faucon se tenait perché. Les oiseaux étaient attachés aux souches par des liens que des rivets d'acier retenaient à leurs pattes juste au-dessus des serres. Un courant d'eau pure s'écoulait, tout en méandre, à faible distance de chaque perchoir. Les oiseaux se mirent à pousser des cris en voyant arriver la jeune fille, mais elle alla de l'un à l'autre en caressant certains et prenant d'autres sur son poignet ou se penchant pour ajuster leurs laisses. « Ne sont-ils pas jolis ?» dit-elle. « Voyez, celui-ci est en autour. Nous l'appelons ignoble, car il fonce directement sur sa proie. Celui-là est un faucon bleu. En fauconnerie, nous le disons noble, car il s'élève au-dessus de sa proie, puis plonge sur elle en piqué. Cet oiseau blanc ici est un gerfaut venu du nord. Lui aussi est noble. Celui-ci est un émerillon, et ce jeune mâle-là a été dressé pour la chasse au héron. » Je lui demandai comment elle connaissait l'ancien langage de la fauconnerie. Elle ne se souvenait plus, mais pensait que son père devait le lui avoir appris alors qu'elle était encore très jeune. Puis elle m'amena un peu plus loin pour me montrer les jeunes faucons en coronie. « On les appelle des niais en fauconnerie, me dit-elle. Un branchier est un oisillon à peine capable de quitter le nid et de sauter de branche en branche. Un jeune oiseau qui n'a pas encore mué s'appelle un sort, et un muet est un faucon qui a mué en captivité. Quand nous attrapons un faucon sauvage qui a déjà changé son plumage, nous l'appelons un hagard. C'est Raoul qui m'a enseigné le dressage des faucons. Voulez-vous que je vous apprenne ?» Elle s'assit au bord du ruisseau, parmi ses faucons, et je m'installai à ses pieds pour l'écouter. Levant son doigt rose, la demoiselle d'Is commença d'un air grave. « Il faut tout d'abord capturer le faucon. »« Je suis capturé, répondis-je. » Elle eut un très joli rire et me dit que mon dressage serait sans doute difficile, puisque j'étais noble. « Je suis déjà apprivoisé, répliquai-je, portant liens et grelots. Ravie, elle rit à nouveau. « Oh, mon brave faucon, reviendras-tu à mon appel ?»« Oh, mais je suis vôtre, répondis-je gravement. » Elle resta un moment silencieux, puis les couleurs de ses joues se ravivèrent, et levant son doigt à nouveau, elle dit « Écoutez-moi, je voudrais vous parler de fauconnerie. »« Je vous écoute, comtesse Jeanne d'Is. » Mais elle retomba dans sa rêverie, et ses yeux semblaient fixés sur quelque chose qui se trouvait bien au-delà des nuages. « Philippe, dit-elle enfin. « Jeanne, murmurai-je. « C'est tout ce que je désire, dit-elle dans un soupir. Philippe et Jeanne. »
Elle me tendit sa main, et je la frôlai de mes lèvres. Gagnez-moi, dit-elle, mais cette fois son corps et son âme avaient parlé à l'unisson. Après un moment, elle reprit. Parlons de fauconnerie. Commençons, répondis-je. Nous avons capturé le faucon. Alors Jeanne d'Ys prit ma main entre les siennes et m'expliqua comment, avec une patience infinie, on apprenait au jeune faucon à venir se percher sur le poignet, comment petit à petit on l'habituait au lien à grelot et au chaperon à cornette. Ils doivent d'abord avoir bon appétit, dit-elle. Puis peu à peu, on réduit leur nourriture, qu'en fauconnerie on appelle le pas. Quand après qu'il a passé de nombreuses nuits au bloc, comme ces oiseaux, j'arrive à amener le hagard à rester tranquillement sur mon poignet. Alors on peut lui apprendre à venir chercher sa nourriture. J'attache le pas au bout d'une lanière, le leurre, et j'apprends à l'oiseau à venir vers moi en faisant décrire des cercles à la corde au-dessus de ma tête. Au début, je lâche le pas quand le faucon arrive et il le mange à terre. Ensuite, il apprend à le saisir au vol, quand je le fais tourner en l'air ou que je le traîne sur le sol. Après cela, il est facile de lui apprendre à attaquer le gibier, sans jamais oublier de faire courtoisie à l'oiseau, c'est-à-dire de lui permettre de goûter d'abord à sa proie. Elle fut interrompue par le cri d'un des faucons et se leva pour aller ajuster la longe qui s'était enroulée autour du bloc. Mais l'oiseau continuait à battre des ailes et à crier. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. « Philippe, voyez-vous quelque chose ?» Je regardai alentour. Tout d'abord, je ne vis rien qui eût pu jeter une telle confusion parmi l'oiseau, car tout maintenant criait en battant des ailes. Puis mon regard tomba sur la pierre plate au bord du ruisseau, sur laquelle la jeune fille s'était tenue assise. Un serpent gris rampait lentement sur sa surface. Dans sa tête triangulaire et aplatie, ses yeux brillaient comme du jais. « Une couleuvre, dit-elle calmement. Inoffensif, n'est-ce pas ? Demandai-je. Elle pointa son doigt vers la marque noire en forme de V qui ornait la nuque de l'animal. Une mort certaine, dit-elle. C'est une vipère. Nous regardâmes le reptile progresser lentement sur le roc, lisse, jusqu'à l'endroit où le soleil faisait une large tache chaude. Je voulus m'approcher pour l'examiner, mais elle s'accrocha à mon bras et s'écria. « Non, Philippe, j'ai peur. »« Pour moi ?»« Pour vous, Philippe. Je vous aime. » Alors je la pris dans mes bras et embrassai ses lèvres sans rien pouvoir dire d'autre que « Jeanne, Jeanne, Jeanne !» Et alors qu'elle était blottie, tremblante contre ma poitrine, je sentis un léger choc contre mon pied, mais je n'y fis pas attention. Puis à nouveau quelque chose vint frapper ma cheville, et une vive douleur traversa tout mon corps. Je regardai le doux visage de Jeanne d'Ys et l'embrassai à nouveau, puis, rassemblant mes forces, je la soulevai de mes bras et la rejetai loin de moi. Alors je me penchai pour arracher la vipère de ma cheville et lui écraser la tête d'un coup de talon. Je me souvins de m'être senti faible, engourdi. Je me souvins d'être tombé à terre. À travers mes yeux qui s'obscurcissaient, lentement, je vis le pâle visage de Jeanne tout près du mien. Et quand je ne pus plus rien voir, je sentis encore ses bras autour de mon cou et sa joue douce contre mes lèvres exsangues. Quand j'ouvris les yeux à nouveau, je regardai autour de moi, terrifié. Jeanne n'était plus là. Je vis le ruisseau et la pierre plate. Je vis la vipère écrasée qui gisait dans l'herbe près de moi, mais les faucons et les blocs avaient disparu. Je me levai d'un bond. Le jardin, les arbres fruitiers, le pont-levis, la cour ceinte de murs, il n'y avait plus rien du tout de tout cela. Je restai à regarder stupidement un amas de pierres grises, couvertes de lierre, au milieu duquel de grands arbres avaient poussé. Je me traînai, mon pied toujours engourdi, et je vis un faucon s'élancer du sommet d'un arbre parmi les ruines, s'élever en cercle décroissant et disparaître dans les nuages. Je me mis à crier « Jeanne, Jeanne !» mais ma voix mourut sur mes lèvres et je tombai à genoux dans l'herbe haute. Et comme Dieu l'avait voulu, je m'étais sans le savoir agenouillé devant un sanctuaire en ruine, taillé dans la pierre pour Notre-Dame des Douleurs. Je vis le triste visage sculpté de la Vierge, et je vis la croix et les épines à ses pieds, et au-dessus je pus lire « Priez pour l'âme de la damoiselle Jeanne d'Ys, morte dans sa jeunesse pour l'amour de l'étranger Philippe. » Mais sur la dalle froide était posé un gant de femme encore chaud et parfumé.